Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous cherchons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. Les romans politiques sont rares au Québec. Les romans portant sur la question nationale le sont encore plus. Mathieu Thomas, dans Ceux dont on ne redoute rien, son premier roman qui paraît ces jours-ci chez Québec Amérique, nous propose pourtant un roman à la lumière de l'histoire où se joue la question du destin du Québec, où nous rencontrons un personnage qui nous a rencontrés, Alexis de Tocqueville, où nous rencontrons Gustave de Beaumont. Un roman qui se situe en deux époques, peut-être même trois à certains égards. Un roman qui place la question du Québec au cœur du monde et où, je le dis, nous retrouvons les réflexions d'Alexis de Tocqueville sur notre condition nationale. Où nous retrouvons aussi, puisqu'il s'agit d'un authentique roman, une histoire d'amour, où nous retrouvons des histoires d'amitié. Je reçois Mathieu Thomas pour en parler. Mathieu Thomas, bonjour. Bonjour. Alors, question première. Le titre de votre livre est énigmatique. Ceux dont on ne redoute rien. Pourriez-vous nous dire qui sont ceux dont on ne redoute rien? Alors, il y a la réponse simple, il y a la réponse compliquée. La réponse simple, ce serait de dire ceux dont on ne redoute rien, ce sont les Québécois, autrement dit les Canadiens français à l'époque. La réponse compliquée, c'est que c'est une phrase qui vient de Tocqueville, qui vient des écrits de Tocqueville qui ont suivi son passage donc au Bas-Canada à l'époque, en 1831, quand il est venu. Et ce qui s'est passé, c'est que Tocqueville a rencontré un marchand anglais dans son séjour au Bas-Canada, à Québec en fait, et ce marchand lui disait vous savez, de toute façon les Canadiens français, on est de plus en plus nombreux, nous les Irlandais, les Anglais, etc., les Écossais, on n'a rien à redouter d'eux, on va les assimiler, il n'y aura pas de problème. Et Tocqueville dit c'est bizarre, mais il est rare qu'on parle avec tant de passion de ceux dont on ne redoute rien. Donc autrement dit, Tocqueville dit que finalement peut-être qu'on a quelque chose à redouter d'eux. Alors, Alexis de Tocqueville, figure centrale de cet ouvrage, prétexte à certains égards à cet ouvrage, avec Beaumont, vous nous en parlerez. Dites-nous-en un peu plus sur ce voyage de Tocqueville qui a alimenté à certains égards la réflexion historique québécoise avec sa part d'ombre, sa part de mystère, les questions qui l'accompagnent, on aura l'occasion d'en parler. Mais parlez-nous un peu de ce voyage de Tocqueville et Beaumont au Bas-Canada, voyage qui quand même permet d'enregistrer un moment particulier de notre histoire. Oui, c'est intéressant ce voyage-là parce que c'est comme si, c'est drôle parce que en tant que Québécois, on peut lire ses écrits sur son voyage nord-américain. Donc, il l'a fait en 1831 avec son ami Gustave de Beaumont. Et ben, évidemment, de ce voyage-là est sorti le livre qu'on connaît tous, de la démocratie en Amérique, qui est comme son grand classique. Et donc, il a passé à peu près 9 mois aux États-Unis. Et donc, ce qui a mené à l'écriture de ce grand classique-là. Mais, pendant ce voyage-là, il y a eu une petite escapade d'une dizaine de jours au Bas-Canada. Et il n'y a jamais eu rien d'écrit, on va dire, de publié, disons, à l'époque, sur ce voyage-là, parce que c'était vu vraiment comme une espèce d'anecdote dans leur voyage. Mais il reste que quand on lit ces écrits, c'est quand même hyper intéressant. D'un point de vue québécois, on a le point de vue d'un grand écrivain, d'un grand philosophe, d'un grand penseur sur la condition canadienne, donc canadienne-française, de l'époque. Et en ce sens, c'est vraiment fascinant. Et moi, c'est la lecture de ces écrits, ça a été réédité récemment chez Typo, Regard sur le Bas-Canada de Alexis de Tocqueville. C'est la lecture de ces textes-là qui sont en fait son journal, des extraits de lettres à ses proches, etc. C'est ça qui est à la base de la rédaction de mon roman. Alors, vous l'évoquez d'ailleurs dans le livre, on voit que vous faites référence aux différentes éditions des Regards sur le Bas-Canada de Tocqueville. La première qui date des années 70, si je me trompe pas. La plus récente, celle dirigée par Claude Corbeau. Vous jetez un regard sur Tocqueville, sur son passage ici, vous spéculez autour de ça. Mais d'abord et avant tout, j'aimerais vous demander quel regard Tocqueville pose sur le Bas-Canada au moment où il vient ici. On est début 1830, si je me trompe pas. Quel est son regard? C'est ça. Alors, donc, il vient en 1831. Mais ses premiers écrits sur la question n'ont été rendus publics qu'après sa mort, dans les années 1860. D'ailleurs, grâce aux bons soins de son ami Gustave de Beaumont, qui s'est tapé la tâche de mettre dans ses œuvres complètes. Et c'est à ce moment-là, dans le volume qui parlait de ses voyages, qu'on apprenait que, ben oui, ils sont venus au Bas-Canada. Il a un regard fasciné sur... Et je dirais même fascinant sur le Bas-Canada, mais aussi très affectueux.
On dirait vraiment qu'il est touché par la survie de cette bouture là, du peuple français en Amérique du Nord. Quand on lit ses écrits, c'est un peu louche parfois. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'il pense vraiment, qu'est-ce qu'il disait vraiment? Mais on a l'impression qu'il est touché par cette présence française et surtout, il retrouve une espèce de France qui croyait avoir vu disparaître après la Révolution. Il voit, dans le fond, la France d'Ancien Régime ici, avec son accent particulier, un peu normand, et en plus, bon, il y a toute la question du métissage avec les Indiens d'Amérique et tout ça. Donc, il est franchement renversé. Mais en même temps, il est quand même assez lucide. Il voit les défis auxquels font face les Canadiens français, on les appelait Canadiens donc à l'époque, auxquels ils font face, et il s'en fait pour l'avenir. Alors, vous citez plusieurs passages de ses écrits, certains qui sont très célèbres. Je pense par exemple à cette scène du procès sur laquelle vous pourrez revenir, où il nous dit « Rien n'est plus triste pour un peuple que d'être conquis ». Vous évoquez, les moments où il dit « Il suffirait de peu d'un leader, d'un chef pour que ce peuple soit remporté et capable de se porter vers la libération ». Donc, vous évoquez ces deux scènes. Revenez sur ces deux passages, je peux me permettre que vous connaissez 1000 fois mieux que tous ceux qui nous écouteront. Revenez sur ces deux passages. Rien n'est pire pour un peuple que d'être conquis, et il suffirait de peu pour qu'il y ait pour que ce peuple s'émancipe. Il me semble que ces deux passages très importants, vous les citez, vous les commentez même à certains égards. Qu'est-ce qui vous inspire, ces deux passages? Le premier, celui qui parle de son passage dans un tribunal à Québec. Alors, il faisait vraiment le touriste, avec Gustave de Beaumont. Ils ont rencontré plusieurs personnalités. Et un jour, ils se sont retrouvés dans un procès, dans une salle de tribunal, parce que lui, d'ailleurs, était magistrat à Versailles. Un jeune magistrat, et Beaumont aussi, mais ils étaient dans le domaine du droit. Alors, ils étaient intéressés à voir comment ça se passait un procès chez nous. Et ils ont été... je parle de ça dans le bouquin, j'en parle pas en détail, mais donc je fais allusion à l'événement. Mais en fait, ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux, c'était une espèce de scène un peu particulière, un peu bizarre, où les gens se parlaient dans deux langues différentes. Il y avait des traductions de l'anglais un peu bancales. On connaît bien ça maintenant, ça n'a pas changé. D'ailleurs, ça c'est un des éléments les plus intéressants, je trouve, du passage de Tocqueville, c'est qu'on voit beaucoup de ces observations qui restent absolument les mêmes près de 2 siècles plus tard. Alors il voit ce portrait, il voit ce qui se passe, et à la fin, il en sort avec une espèce d'impression de malaise en se disant, mais je pense que les mots exacts, c'était « il n'y a pas plus grand malheur pour un peuple que d'être conquis », en voulant dire, c'est comme si ils existent, mais ils n'existent pas vraiment. Ils ont une espèce d'existence tronquée, amputée, incomplète. Et dans ce sens-là, c'est le sort tragique des Canadiens français. Là, et pourtant, il voudrait exister, comme vous évoquez, avec l'autre passage très célèbre, où il dit qu'il suffirait finalement d'un chef pour remporter ce peuple. Et ce passage-là, il est hyper intéressant parce que c'est comme si tout d'un coup, il se débarrasse de son côté un peu impartial pour dire, moi, en tant que visiteur français, je voudrais que ce peuple continue à exister. Et je trouverais ça vraiment dramatique qu'ils disparaissent. Mais tout ce qu'il leur faudrait, parce qu'ils sont assoupis, ils sont dans un état de dormance, à cause notamment de leurs élites. Alors, il critique les élites de l'époque, et il dit, mais tout ce qu'il faudrait, ce serait un chef qui les sort de leur torpeur. Et ce qui est fascinant, c'est que Beaumont, lui-même, a écrit aussi quelques lignes sur ce passage au Bas-Canada, et dans d'autres mots, bien sûr, mais il dit à peu près la même chose. Et c'est très particulier tout ça, parce que cet homme-là, en 1831, il existait en quelque part, où il était sur le point d'exister, c'est-à-dire il était sur le point de naître dans sa nature d'homme politique volontaire, et c'était Louis-Joseph Papineau. Mais pourtant, Tocqueville ne mentionne pas Papineau dans ses écrits. Alors, je ne veux pas vous amener à dévoiler le fil de l'intrigue, mais disons que c'est un thème qui est très présent dans votre livre, c'est « Et si Tocqueville avait rencontré Papineau ?» Parce que c'est la question, je me permets de dire sur le mode du témoignage, Jean Roy, un professeur de philosophie à l'Université de Montréal, nous disait, commentant ces textes-là il y a 20 ans, il disait, comment se fait-il que Tocqueville n'ait pas rencontré Papineau? Et à votre manière, vous reprenez cette question en disant, et là vous décidez de faire en sorte, mais peut-être l'a-t-il rencontré finalement. Quel est le sens de cette rencontre, probablement qui n'a pas eu lieu, mais que vous suggérez qu'elle aurait peut-être pu avoir lieu, elle était probable sans être certaine? Que comprenez-vous de cette rencontre sous le signe de l'absence? Est-ce que c'est pour vous un moment manqué de l'histoire du Québec? C'est un moment raté? C'est quelque chose
Comment comprenez-vous cette scène-là qui est finalement, je dirais presque cette absence est au cœur de votre roman? Je veux dire, quand on y pense, je veux dire, je suis pas le premier, M. Roy non plus, à avoir pensé à ça. Tocqueville vient au Bas-Canada en 1831. L'homme le plus puissant de la colonie, du point de vue des Canadiens, bien sûr, à l'époque, c'est Papineau, parce qu'il était orateur de la Chambre d'Assemblée. Donc, c'était l'homme politique le plus puissant, avec le gouverneur, peut-être. Donc, je veux dire, il y a beaucoup de gens, j'ai lu ça à plusieurs reprises, de gens qui disaient « Ah, s'ils avaient pu se rencontrer, quelle rencontre ça aurait été! Que ça aurait été intéressant de voir de quoi ils auraient pu parler, qu'est-ce qui serait ressorti de tout ça? Est-ce qu'il y aurait eu des liens avec la France? Bon, on peut se mettre à rêver, hein? On peut se mettre à imaginer plein de choses. Ce que vous proposez d'ailleurs. Ben voilà, moi, bon, c'est sûr que comme vous avez dit, je vais pas vendre le punch du roman, mais j'imagine qu'une rencontre aurait peut-être eu lieu. Et de là découle toute une série d'événements. Je veux dire, c'est presque une uchronie, dans le fond, quand on y pense, de penser que ça aurait pu arriver et que beaucoup de gens ont déploré le fait que ça ne soit visiblement pas arrivé. Parce que, officiellement, au moment du passage de Tocqueville et Beaumont au Bas-Canada, eh bien, Papineau était dans sa seigneurie de la Petite-Nation à Montebello et il soignait une blessure. Il s'était blessé dans un accident de carriole. Alors, normalement, donc, selon toute vraisemblance, il n'était pas à Montréal et à Québec à l'époque. Mais, voilà, il y a quand même des éléments un peu louches dans tout ça. Et je m'amuse un peu avec l'histoire. Alors, vous amusez avec l'histoire et ensuite vous écrivez un roman en 2 temps historiques. Et ça, c'est une chose qui est frappante. C'est-à-dire que votre roman, j'irais même en 3 temps, si je peux me permettre. C'est-à-dire, il y a le moment Tocqueville, il y a le moment de la Confédération et il y a les temps présents, ou tout le moins les presque temps présents, 2012. 2012, donc ça, c'est un autre aspect de votre roman qui vous permet de faire plusieurs méditations sur la condition québécoise d'aujourd'hui. L'inachèvement des Québécois, le sentiment de défaite, le sentiment d'usure et ainsi de suite. Quand on entre dans votre livre, une chose qui m'a frappé, c'est que dès le début, la question nationale, de l'indépendance, elle est partout, mais elle est partout sous le signe de la défaite, de l'inachèvement, de l'inabouti. Est-ce qu'on peut dire que la question nationale, c'est le véritable personnage de votre roman? Oui, je pense qu'on peut le dire. Avec le Québec, bien sûr. Mais le Québec dans cette perspective de question nationale, absolument. Je pense que c'est le personnage principal, c'est la trame, c'est ce qui lie les 2 époques. Les 3, comme vous avez dit, parce que dans le fond, l'intrigue se déroule en 1865-66, donc juste avant la venue de la Confédération, et en 2011-2012. À l'époque de l'élection avec Roy, il y avait aussi Option nationale. Mais les 2 époques font écho au passage de Tocqueville et Beaumont en 1831. Donc, aux 2 époques, on parle de cette époque encore plus révolue, encore plus ancienne. Mais oui, absolument, ça, c'est indéniable. C'est vraiment le Québec et sa condition. Et d'ailleurs, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand Tocqueville voyait avait des constats sur notre situation politique et qu'en lisant ces textes, on se dit, mais mon Dieu, mais ça n'a pas changé depuis. Ben voilà, ça fait un peu écho à tout ça. Le fait que le roman se passe à 2 époques. Alors, une partie du roman, je l'ai dit, se passe en 2012. Donc, la crise étudiante de 2012. Et le personnage principal, Édouard, si je ne me trompe pas, qui a déjà été souverainiste, qui aujourd'hui l'est encore un peu, mais n'est plus habilité par cela, qui est un personnage un peu velléitaire. Il aimerait faire de grandes choses, mais il est un peu inachevé. Il subit sa condition, il subit sa vie davantage qu'il ne la maîtrise. À la fin, dans une relation, dans un échange avec un personnage lui dit ses 4 vérités. Lui dit finalement, tu rêves d'indépendance, mon garçon, mais sur le fond des choses, tu subis ta vie comme s'il était un peu l'image du peuple québécois à sa manière. Est-ce qu'on peut dire que votre réflexion sur les années 2012, c'est-à-dire un moment particulier, puis on reviendra là-dessus directement, mais ça vous donne l'occasion de méditer sur la condition québécoise d'aujourd'hui? Et si je peux me permettre, pourquoi 2012? En quoi cet événement est suffisamment important pour qu'il devienne un élément de la trame de votre roman? Et pourquoi 2012 vous permet, la crise étudiante, de réfléchir sur la condition québécoise? Ben parce que j'ai l'impression, puis là peut-être que vous ne serez pas d'accord avec moi, mais j'ai l'impression que l'élection de 2012, avec Option nationale qui était là, c'est une des dernières où on a, il me semble, parlé quand même pas mal d'indépendance. Oui, bien sûr, ON a obtenu 2% des voix. Mais sa seule présence a fait qu'on a quand même parlé un peu d'indépendance, ne serait-ce que pour dire on veut pas en parler.
Mais je veux dire, c'était quand même présent. Et il y avait un mouvement social quand même indéniable au Québec. Je veux dire, des manifestations comme ça, manifestations monstres qu'il y a eu au centre-ville le 22 mars 2012, c'était quand même un mouvement gigantesque, inouï. Je veux dire, on n'avait pas vu autant de gens dans les rues au Québec depuis très, très, très longtemps. Et je me suis amusé, comme je disais tout à l'heure, je me suis amusé un peu avec l'histoire. Je me suis amusé à faire un parallèle entre ce nouveau parti et le fameux Parti national de Médéric Langto, qui était un parti dont on va résumer, là, opposé à l'adoption de la Confédération dans les années 1865-1866. Un tout petit parti, minuscule, qui avait pour volonté de rassembler les Canadiens français, qu'ils soient bleus ou rouges, mais qui étaient unis dans leur lutte contre la Confédération. Et d'ailleurs, un parti qui incluait Wilfrid Laurier dans ses rangs, un jeune Wilfrid Laurier. Alors, je reviens sur 2012. C'est une période, vous dites, c'est assez intéressant parce que ça m'a frappé. Parce qu'on voit que pour vous, c'est une période où la question nationale est présente. On pourrait dire inversement que c'est la dernière élection où la question nationale est présente. C'est la question de sa liquidation. Le mouvement social de 2012, c'est le premier mouvement social depuis la Révolution tranquille qui est affranchi de la question nationale. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que, de ce point de vue, vous terminez un cycle historique en évoquant ça, comme si c'était un moment d'engagement, c'est un moment où la question du pays, la question nationale est présente. Pourtant, c'est le moment où le mouvement social, au sens large au Québec, vient de s'affranchir une fois pour toutes du paradigme national. Oui et non. Parce que c'est vrai qu'après ça, on est passé à autre chose. Puis après, ça serait un peu ridicule de dire que ça a créé une nouvelle renaissance. On l'a bien vu depuis 10 ans. La question nationale ne se porte pas hyper bien, mais il reste que, puis ça j'ai fait allusion dans le roman, il reste qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont été socialisés politiquement à cette époque-là. Beaucoup. Et ils ont été socialisés dans quel contexte? Dans le contexte de on va protéger un fleuron québécois, ou ce qui est vu comme un fleuron québécois, c'est-à-dire un accès plus facile ou plus général aux études. Et il y avait une opposition, mais farouche aux libéraux. À l'époque, c'était donc Jean Charest. Alors, et comme je le dis dans le roman, il y a des jeunes qui, à cette époque-là, c'est la première fois de leur vie qu'ils ont ouvert un journal. Donc, oui, est-ce qu'ils ont été politisés nécessairement dans le sens de l'action politique souverainiste, vers un pays et tout ça? Pas nécessairement, mais c'était un contexte très québécois. Et ils se sont rendus compte, mais mon Dieu, mais les médias... parfois, ils peuvent être biaisés. Hein? Je veux dire, ça peut arriver qu'il y ait des messages qu'on veut faire passer puis qui passent pas comme on aurait voulu. Puis il y a une certaine manipulation, une certaine désinformation. Et dans ce sens-là, moi, je pense que ça aura eu... On le verra plus tard, mais je crois que ça aura un effet à long terme, cette crise du printemps arabe. Ça a été trop important pour que ça ne laisse aucune trace. Alors, parlez-moi d'Édouard. Parlez-moi de votre personnage des temps présents qui me semble, à certains égards, représenter la condition québécoise. Moi, j'ai l'impression, en vous lisant, qu'il représente pour vous la condition québécoise. Un homme qui a espéré le pays, qui s'en est détaché. Il habite chez lui à la manière de résidu. Il retrouve la foi dans le pays au contact d'un vieux rimiste. Il se rend compte de ses... Parlez-moi de ce personnage particulier qui, dans votre livre, me semble-t-il, semble représenter pas tout le Québec, je devine, mais le Québec souverainiste qui a décidé de capituler, mais qui est encore habité par cette question. Vous me direz si je le présente bien, mais parlez-moi de ce personnage, Édouard. C'est clair qu'il y a une part de lui... disons-le tout de suite, là, on va être honnête, il y a une part un petit peu autobiographique dans Édouard, en ce sens que, comme moi, Édouard a des parents qui ne sont pas d'ici. C'est un fils d'immigrant, mais ses parents sont français et américains. Okay? Donc, dans ce sens-là, c'est pas un Québécois comme les autres. Il est un peu différent. Par contre, là où il est très québécois, c'est dans son espèce de... cette espèce de lassitude, cette espèce de sentiment de... on s'est battu pour un pays, parce qu'il a participé à la campagne référendaire de 95. C'est dans les premières pages. Hein. Les premières pages. Dès les premières pages, le référendum de 95, ses effets, la défaite sont là. C'est bien qu'en Voilà, ça cadre un peu le personnage, dans le sens de... ce gars-là, il est un peu désabusé. Et c'est comme si, depuis cette époque-là, on va pas dire qu'il ne fait que décliner, mais on dirait qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est passé dans sa vie. Alors, je vous rassure, c'est pas mon cas, mais je veux dire, donc il y a des éléments autobiographiques, mais faut pas non plus trop pousser. Mais dans ce sens-là, parce que moi je suis resté indépendantiste, convaincu depuis toujours. Mais dans le cas d'Édouard, lui non. À un moment donné, il s'est dit j'ai fait des efforts, j'ai essayé plein de choses pour sublimer mon désir de souveraineté, écrire des lettres aux journaux,
mots, on se lance dans un projet littéraire et tout ça. Puis à un moment donné, il s'est dit, mais ça marche pas. Puis moi, je suis pas très doué dans la politique partisane, les partis, des appels et tout ça. Donc, il s'est un peu éloigné de tout ça, finalement. C'est comme si ça le déprimait trop, alors il a arrêté d'y penser. C'est un peu ça, une espèce de fuite en avant, comme si c'était en dormance. Mais je pense que, quand on lit le roman, on peut quand même voir qu'avec le temps, peut-être malgré lui, parfois, par ses amis, par ses rencontres, par ses lectures, c'est quelque chose qui dort, mais qui peut être éveillé. Avez-vous l'impression qu'Édouard représente bien un grand segment de la condition québécoise? Je donne l'arrière-fond de ma question. Antoine Robitaille et Éric Bédard ont déjà dit qu'après 95, le choc a été tel, le traumatisme a été tel qu'il a été refoulé. On a décidé que la question ne se posait plus finalement. On allait vivre comme si. Est-ce que ce personnage représente bien pour vous, au-delà du personnage, un certain Québec? Absolument. C'est indéniable. Absolument. Oui. Alors, il représente un certain Québec, mais à la différence près que lui, contrairement à d'autres qui se sont lancés à corps perdu dans une vie, par exemple, on va fêter, on va aller dans les festivals, on va faire de la bouffe. Alors lui, il reste très austère. Il reste très austère, mais il y a la même déprime qui l'habite, ça c'est clair. Bonjour, je suis Denis Martel et je vous invite à écouter mon balado Épilogue. C'est une série sur les moments marquants de notre histoire nationale, racontés par ceux qui l'ont vécu. Par exemple, on a les 3 leaders étudiants de l'époque qui nous ont raconté la crise étudiante de 2012. On a aussi Mario Dumont et Elisa Frula qui nous ont raconté leur propre version du référendum de 95. Avec mon collègue Benjamin Tremblay, on a voulu savoir si leur vision des événements avait changé avec le temps. Et surtout, quelles leçons les nouvelles générations pouvaient tirer de tout ça? Écoutez Épilogue sur Cube Radio et sur toutes les plateformes de balado. Vous parlez d'un personnage qui traverse, mais j'insiste parce que ça m'a frappé, à la manière d'un être inachevé. Un être qui porte sans le savoir le destin de la collectivité en lui. Un être qui a été diminué par l'échec de la collectivité, mais qui est peut-être réveillé paradoxalement par le regard extérieur. Vous avez un personnage, Louis, on comprend le prénom à connotation étrangère, qui lui est un indépendantiste ardent. Il y a une femme qui lui plaît, Sandrine, qui semble trouver que c'est un être velléitaire, un peu inachevé, inaccompli, qui dit, mais on dirait en bon québécois, dégaine mon garçon si tu veux exister. Est-ce qu'on peut dire que de ce point de vue, le regard extérieur dans le roman, donc soit Louis, le néo-québécois, plus indépendantiste que les Québécois, soit Sandrine, la française, est-ce qu'on peut dire que les personnages extérieurs sont à la fois plus exigeants envers les Québécois, mais plus sévères envers eux aussi? Oui, je pense qu'ils sont... en fait, Louis, c'est un hybride, hein? C'est un métis. Il s'appelle Louis Gignac. Donc, il y a une mère chilienne, mais il y a un père québécois, fédéraliste d'ailleurs. Oui, c'est vrai de dire... Je pense que on peut pas nier que... son changement d'attitude au fur et à mesure du roman, je vous rassure tout de suite, le lecteur, il reste pas déprimé tout le roman, vient un peu de l'extérieur, vient de ces gens-là qu'il rencontre. Il rencontre aussi Mark, un Américain. C'est des gens qui sont plus affirmés. Ils ont parfois des opinions avec lesquelles il n'est pas d'accord, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur de lui, il les admire un peu pour leur côté sans compromis. Hein, ils n'ont pas peur de déranger, eux. Ils font ce qu'ils font. Ils font ce qu'ils ont à faire, et puis advienne que pourra, quoi. Alors que lui est sans arrêt en train de se poser des questions, d'avoir des doutes, de pas oser. Alors oui, ça, c'est vrai. Je cite un passage, c'est 418. J'aurais grandi aux États-Unis, parce qu'on sait que le personnage Édouard est fils de Français et d'Américain. J'aurais grandi aux États-Unis ou en France, loin des éternelles crises d'identité de ce peuple rongé par la haine de soi. Pour vous, la question de la haine de soi, c'est un élément central dans la trajectoire québécoise? Absolument. Absolument. Les Québécois... On le voit de Tocqueville? Je pense qu'à l'époque de Tocqueville, ils ont moins d'ouverture sur le monde. Hein? On lit moins sur ce qui se passe à l'étranger. On est moins confronté à la différence par rapport, par exemple, à l'immigration, à l'exception évidemment d'anglais, d'écossais et d'irlandais. Mais c'est comme si le reste du monde est un peu
abstrait. Alors que maintenant, oui, je pense que les Québécois ont toujours peur ils sont minoritaires. Ils ont toujours peur d'être jugés. Ils ont toujours peur de se faire dire qu'ils sont trop ci ou pas assez ça. Et peu importe ce qu'ils fassent, ils feront ci, ils feront ça, il y aura tout le temps des gens qui seront là pour les critiquer. Que ce soit des Canadiens anglais, des Français ou même des Québécois. C'est comme si le Québec bashing, c'est un sport pas seulement canadien-anglais. On est très bon aussi au Québec là-dedans. Alors, je cite un nouveau passage, page 341 cette fois. C'est Sandrine, le personnage, la Française désirée par Édouard, dévoilons ces aspects du livre, où elle le remet en question, en fait. Et bon, il explique qu'il est à l'aise dans sa vie, c'est une vie confortable, c'est une vie tranquille. Et là, il y a ce passage, je me permets de le citer. Ça, c'est Sandrine. Tu vis dans ton appartement depuis des années, même si Jenny, une voisine, est hyper chiante. En plus, t'es forcé de lui parler en anglais et tout. Réponse d'Edouard, ça me dérange pas du tout de parler en anglais. Vraiment? Demande Sandrine. Et tout ton discours sur les francophones qui devraient se tenir debout, etc. Réponse, oui, bon, mais où est-ce que tu veux en venir? La Sandrine revient. Je dis que depuis le temps, tu aurais pu déménager. Réponse d'Édouard, j'imagine que c'est parce que je suis installé, c'est pas un appart parfait, mais le loyer est pas trop cher et j'aime bien le quartier. Elle le relance. Mais tu pourrais trouver mieux ailleurs si tu te donnais la peine. Il dit oui, j'imagine. Elle dit, et t'aurais plus ces deux détraqués sur le dos. Et il répond, oh, depuis le temps, je me suis habitué à elle, tu sais. Et il conclut, oui, t'es tellement habitué que tu te rends même plus compte qu'elle te rend la vie insupportable. Alors, bon, c'est un dialogue entre deux personnages. J'ai l'impression, lisant ce passage, que vous décrivez la condition québécoise. C'est à ce moment dans le roman, vous auriez lu, que c'est la condition québécoise, la condition nationale et le destin d'Édouard se fusionnent de la manière la plus forte et la plus intime. Est-ce que c'est une lecture à peu près adéquate de votre livre? Moi, je pense que oui. Je pense que vous avez bien vu ce que je voulais faire passer par là. Édouard a beau avoir des parents étrangers. Il est né au Québec, il est québécois et il a les travers québécois. L'espèce de, il y a toujours moyen de moyenner, c'est pas si pire, ça pourrait être pire, un dien vaut mieux que deux, tu l'auras. Cette espèce de mentalité-là, là, de dire, on va se contenter de ce qu'on a, parce que si on risque plus, on risque de tout perdre. Une espèce de sentiment un peu timoré, malheureusement, parfois, et puis de se dire, on est bien chanceux d'avoir ce qu'on a, alors on s'en contente. Alors, je reviens sur l'objet, le sens du roman lui-même. Il y a quelque chose d'étonnant à voir. Bon, à la fois, c'est un roman qui dévore une partie de l'histoire contemporaine. C'est-à-dire, on reconnaît des personnages. Jean-Martin Haussan est présent, qui sera peut-être un personnage politique majeur. On rencontre donc des événements qui nous sont familiers, le gouvernement Charest, tout ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'étonnant? À tout le moins, je le dis tout en m'en réjouissant, avoir la question nationale comme sujet principal d'un roman québécois. À moins que vous pourriez me dire peut-être que comment ne peut-elle pas être le sujet principal, sachant qu'elle nous traverse, nous habite, nous déborde. Il n'en demeure pas moins que lisant un peu de littérature québécoise, pas autant que je le devrais, c'est une littérature de l'intime, c'est une littérature du chuchotement, c'est une littérature où le politique est absent, c'est une littérature où l'histoire est absente, sauf si elle est lointaine et presque sur le mode sentimental. Et non, finalement, vous écrivez le contraire d'un roman québécois contemporain en écrivant ça. C'est vrai. C'est vrai que les romans politiques sont rares au Québec. Tout comme les séries télévisées politiques, d'ailleurs, je devrais le dire. À part à Duplessis, il n'y a pas grand-chose. Et je crois qu'il y a une soif. Je veux dire, on verra bien les ventes du livre, mais je crois qu'il y a un intérêt envers ces questions, puis il y a une soif de ces questions. Et la raison pour laquelle on en voit si peu, en tout cas à notre époque, bien sûr, il y a des primes post-référendaires, mais il y a aussi le fait que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un sujet qui nous rend tristes, qui nous déprime un peu. Alors pourquoi parler de choses qui nous dépriment? Parce que la politique puis l'histoire au Québec, c'est quoi? C'est un récit de défaite. Hein? Donc, pourquoi on parlerait de défaite? Mais moi, en tant que... Et là, je vais prendre mes chapeaux, on va dire, de fils d'étrangers, là, de Français, d'Américains. Pour moi, le Québec n'est intéressant que parce qu'il pourrait devenir un pays. Parce que sinon, qu'est-ce que c'est? C'est une province canadienne. Est-ce qu'on écrirait un roman sur la politique en Saskatchewan? Je veux dire, je ne vais pas manquer de respect aux gens de Saskatchewan, mais il me semble que c'est quand même moins intéressant que l'histoire d'un peuple qui essaie de vivre et de survivre depuis
des siècles. Alors moi, de mon point de vue, je sais très bien que c'est un roman politique, puis c'est une drôle de bibite, on va dire, comme roman, là. Roman souverainiste, un roman indépendantiste, un roman politique, qui parle en tout cas de l'indépendance du Québec, mais j'assume totalement ce choix, et j'aurais jamais écrit un premier roman qui aurait été sur un autre sujet que ça. J'aurais pas eu la force de le faire. Alors, il y a dans votre livre aussi un élément qui m'a frappé sur quand les personnages indépendantistes se parlent. À un moment donné, Édouard parle à Charles Stigui, je crois, qui est un vieux rimiste engagé à Option Nationale. On en a rencontré quelques-uns si on a connu cette période. Clément Stigui. Ouais. Clément, pardonnez-moi. Et là, il y a dans ce personnage, j'ai l'impression de retrouver, cela dit, les travers des souverainistes contemporains. Quand il dit, la langue, c'est plus par ça qu'on est capable de parler de l'indépendance, il faut plutôt parler de l'environnement. Alors, vous citez, vous faites réapparaître Roger Paquin, un homme absolument honorable, député de Saint-Jean, un homme tout à fait honorable, mais dont on a plus ou moins perdu la trace depuis le référendum. J'ai l'impression de retrouver, cela dit, certains des travers des souverainistes contemporains, où vous nous dites, par exemple, d'un côté, donc, la souveraineté pour la langue, la culture, c'est un peu dépassé. Parlons d'autre chose. Ensuite, vous nous dites, on aurait besoin justement de toutes ces vertus qui viennent d'ailleurs, qui pourraient nous fortifier dans une espèce de métissage inédit, puisque les Québécois laissés eux-mêmes sont pas capables de voir le pays et ils ont besoin de l'apport des autres pour, à tout le moins, c'est une forme de fantasme, ça. Parce que pour l'instant, les autres votent non à 99% ou à 95%. Mais vous nous dites, oui, l'apport de l'autre, entre guillemets, pourrait nous fortifier, nous donner ce qu'on n'a pas, nous féconder d'une manière ou de l'autre. Est-ce que je me trompe, ou le souverainisme tel que vous le présentez, à moins que ce soit simplement un témoignage d'époque, c'est aussi ce souverainisme complexé en dernière instance, c'est-à-dire même au moment de l'affirmation nationale décomplexée, tous les travers, la langue c'est pas intéressant, on a besoin de l'autre majusculaire pour nous féconder. Est-ce qu'on retrouve pas aussi ce souverainisme impuissant dans votre livre? Oui, écoutez, il faut quand même réaliser que l'indépendance n'a pas été faite. Ça, donc, dans les faits, il faut quand même admettre que pour l'instant, il a été pas complètement impuissant. On est quand même passé proche de la victoire en 95, mais il n'a pas gagné. Et oui, il y a certains travers. Il y a certains, d'ailleurs, je pense que dans le roman, les souverainistes évidemment, les fédéralistes ne sont pas épargnés du tout, mais les souverainistes aussi ne sont pas épargnés. Ils sont critiqués quand même. Il y a des raisons à ces défaites-là, et parfois ces raisons-là sont liées à la nature même des Québécois. Et parfois à d'autres motifs. Cela dit, je dirais pas que ce ne sont que des travers. Ça peut, et là vous allez croire que je suis un peu optimiste, mais ça peut, dans certains cas, agir en tant que de planche de salut, d'espoir pour certaines personnes. Alors, on ne sera pas tous convaincus de la même façon. Et les Québécois viennent de différents horizons, ont différentes histoires, ont différentes et certains seront convaincus de voter oui d'une manière et d'autres le seront d'une autre manière. Mais bon, c'est sûr que Ostigui, lui, c'est un personnage, il a vécu la grande époque du RIN. C'est sûr qu'il y a une perspective un peu particulière sur la question. Retour à Tocqueville, parce qu'évidemment, je sais pas si c'est le prétexte, mais à tout le moins, c'est un personnage qui traverse l'œuvre, votre œuvre, évidemment. Imaginons un Tocqueville d'aujourd'hui, c'est-à-dire un philosophe d'envergure, de passage chez nous. Quel regard porterait-il sur les Québécois, d'après vous? Le même que Tocqueville ou je vous demande... c'est une bonne question. Projetez votre Tocqueville en 2012 ou peut-être même en 2021. Qu'est-ce qui frappe Tocqueville aujourd'hui, s'il vient chez nous? Ce qui serait différent, c'est que Tocqueville, en 1831, n'a pas du tout hésité à être très franco-français. Presque cocardier, je veux dire cocorico à fond la caisse, là, il était vraiment, vous êtes des Français, vous n'êtes, alors on lui dit non, c'est des Canadiens, non, vous êtes des Français, trait pour trait, vous n'avez pas changé. Alors, est-ce qu'un Tocqueville actuel oserait dire un truc pareil? Bon, il y a bien sûr De Gaulle qui nous a dit qu'on était les Français du Canada, mais je pense que les Français ont quand même, le regard des Français a évolué quand même par rapport à l'époque. Par contre, est-ce que on pourrait avoir un Français qui aurait un regard aussi partial, c'est-à-dire sans aucune nuance là, vraiment, je les aime, je veux qu'ils continuent à exister, je veux qu'ils aient un pays. Malheureusement, les Français qui parlent comme ça maintenant, je les trouve assez discrets. C'est malheureux, mais j'en vois pas tant que ça.
J'entends dans votre réponse que vous aimeriez qu'ils embrassent notre cause, mais c'est pas ça. Mais Tocqueville, ce qu'il distingue, c'est sa perspicacité. C'est-à-dire, même s'il prend pour nous, il nous voit tels que nous sommes, avec nos limites, tout ça. Il y a un passage, connu lui aussi d'ailleurs, où il dit les Canadiens français se critiquent davantage leur gouvernement que l'occupant, que l'anglais. Donc, il y a, autrement dit, puis ça, c'est un vieux travers qui est encore présent aujourd'hui, peut-être. On critique davantage le gouvernement circonstanciel que le régime. Donc, au-delà du fait de prendre pour nous, ce qu'on peut souhaiter, quels sont, d'après vous, vus de loin, parce que vous valorisez cette perspective étrangère sur le Québec dans votre livre, cette idée que l'étranger dit de nous des vérités qui sont qu'on ne peut pas dire lorsqu'on est un Québécois au carré, disons ça comme ça, là. D'après vous, l'étranger, l'intellectuel qui nous aime bien, mais qui veut nous dire nos quatre vérités, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui lorsqu'il voit les Québécois? Ce Tocqueville nouveau. Alors déjà, s'il considère que les Québécois sont un peuple qui existe vraiment, parce que déjà, il faut quand même clarifier ça, s'il pense vraiment que les Québécois sont un peuple, je crois qu'il serait un petit peu, en effet, je pense qu'il s'en ferait beaucoup. Ce Tocqueville du 21e siècle aurait une vision, évidemment nuancée, donc il est capable de voir le positif, le négatif, mais s'en ferait beaucoup pour l'avenir. Il serait quand même soulagé de voir que ce peuple existe toujours, peut-être même surpris. Mais déjà, il faudrait lui expliquer, parce que beaucoup de Français nous appellent encore des Canadiens. Hein. Alors, ça, c'est une autre question de vocabulaire qui est quand même importante. Sur laquelle vous revenez, soit dit en passant. Ah, parce que je trouve ça fondamental. Développer un peu ça. Là, c'est intéressant, parce que vous évoquez le fait qu'on aurait pu appeler ce pays, je pense, la Boréalie ou Boréalia. Donc, vous dites... un passage qui m'a bouleversé dans votre livre, où vous dites ce peuple est privé d'une partie de ses chants folkloriques parce que le nom du peuple auquel on fait référence n'est plus le nôtre aujourd'hui. Je pense que c'est Georges-Étienne Cartier, avant tout, je suis Canadien. Vous avez une réflexion sur ce changement de nom? Développez un peu là-dessus, je trouve que c'est essentiel. Oui, alors je suis content que vous en parliez parce que je trouve ça hyper important. Je pense que dans on va dire la confusion, hein, on pourrait dire la schizophrénie aussi, mais disons la confusion identitaire propre aux Québécois. Et d'ailleurs, je pense que l'autre qui l'a bien décrit, c'est le fameux Elvis Gratton avec son Québécois, Canadien-Français, Canadien-Français. Bon, qui sommes-nous? Dépendant qui... Alors, déjà, nous, on n'est pas d'accord sur ce qu'on est. Hein? Il y en a qui veulent refaire de nous des Canadiens-Français. Mais évidemment, souvent, on existe dans le regard de l'autre. Et surtout quand on est un tout petit peuple. On est 8 millions. On a un géant à côté qui... Et comment ils nous appellent, eux? Parfois, c'est simplement « the French ». On est les Français. Alors là, ils s'étonnent qu'on n'a pas des bérets puis des baguettes sous le bras. Les Français de France, parfois, vont nous dire « vous êtes des Canadiens » parce qu'ils s'imaginent que le Canada au complet parle français. Moi, je crois que cette confusion, elle est entretenue par le régime canadien et les élites fédéralistes au Québec. Mais cette façon de dire on peut être Québécois et Canadien à la fois. Mais non, justement. Mais non, parce que si vous demandez à n'importe qui dans le reste du monde qu'est-ce qu'un Canadien, il va vous imaginer, il va vous dire c'est comme un... Il y a des castors, il y a des feuilles d'érable, il y a des Mounties, la police montée, et il parle anglais. C'est ça, un Canadien. Alors, je veux dire, quand 99% de la population mondiale pense ça d'un Canadien, vous aurez beau dire, vous les Québécois, vous aurez beau dire « Oui, mais non, attention, nous, on est des Québécois. » De quoi tu parles, toi? Ça compte pas, ton opinion compte pas. Je veux dire, vous pouvez bien dire ce que vous voulez sur vous-même, mais le fait est que, pour le reste du monde, un Canadien, c'est quelqu'un qui parle anglais. Mais il y a un prix à payer à ne plus être Canadien sur le plan symbolique, parce que vous parlez de l'équipe de hockey des Canadiens. Vous parlez d'une partie de nos chants, avant tout, je suis Canadien. Mais un Canadien errant. Oui, un Canadien errant. Donc, vous évoquez le fait que, privé de notre propre nom, peut-être y a-t-il un prix à payer. Peut-être même on n'est pas indépendant à cause de ça aujourd'hui, parce que délivrer, ou plutôt décharger, ou plutôt priver, ou plutôt déposséder de notre identité, même de notre nom, au fil des générations, toute une partie de notre héritage devient insaisissable. Ben oui, parce que c'est comme si on faisait une croix sur tout ce qui est arrivé avant les années 50, 60. C'est comme si ça n'existait plus. Toutes ces luttes que ce soit de la survivance ou des véritables luttes armées, parce que les Canadiens étaient des... encore une fois, j'ai encore le réflexe de dire le Canadien, je parle des Canadiens français, des Québécois. Là, il faut toujours que je précise. Hein, on dirait aujourd'hui Québécois francophones. Ah oui, ça, imaginez-vous.
C'est ça. Alors, ces gens-là étaient de grands soldats, de grands guerriers, des militaires. Ils aimaient ça, là, les histoires. Oui, on s'est battu contre les Anglais, etc., etc. Tout ça, tout ce côté folklorique, un petit peu historique, même héroïque, épique dans un certain sens, c'est comme si on en est coupé parce que, en effet, nous ne sommes plus les Canadiens. Il a fallu qu'on trouve une autre façon de nous décrire. Et comment on se réapproprie cet héritage? C'est possible? Moi, je crois que moi, c'est mon opinion personnelle. Je crois que nous devons persévérer dans ce changement d'identité. Nous sommes des Québécois parce que nous vivons sur le territoire du Québec. Mais nous devons bien expliquer que nous étions des Canadiens et que cette identité nous a été volée. Et on peut, de votre point de vue, se réapproprier... Avant tout, je suis Canadien. On peut se réapproprier... J'oserais même dire le Haut-Canada. Vous écoutez le Haut-Canada aujourd'hui? C'est un hymne ultramontain. C'est un hymne national, canadien-français, porté... qu'on chante quelquefois seulement en anglais aujourd'hui, ou en bilingue au forum, ou au centre, quelque chose de bon, voilà. Mais ça parle de nous. C'est notre histoire qui est dans cette hymne. Oui, le fleuve géant, etc. Et pourtant, les nationalistes québécois, je pense quand De Gaulle est devant l'hôtel de ville, juste avant de monter sur le balcon, on joue au Canada, et les nationalistes du RIN le Haut-Canada. Pourtant, c'est leur histoire qui est racontée. Il y a moyen aujourd'hui de se réapproprier cet héritage? C'est complexe. C'est complexe parce que comment dire, il y a de la nuance. C'est pas évident. Il faut connaître l'histoire pour parler de ça. Si on connaît pas l'histoire, puis on s'entend que c'est pas nécessairement hyper simple. Hein? Nous étions les Canadiens, après nous sommes devenus des Canadiens français, et après nous sommes devenus des Québécois. Je veux dire, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui seraient capables de dire, oui, à partir de quelle époque on a commencé à dire ça, et pourquoi? Parce que les British du Canada, du Dominion, ont commencé à se définir eux-mêmes en tant que Canadians. C'est pour ça qu'il a fallu trouver cette espèce de formulation avec un tiret, là, canadien-français, parce qu'il fallait bien décrire ce groupe-là qui, malgré tout, existait encore. Alors, je crois que c'est possible, mais il faudrait vraiment un effort concerté pour clarifier les choses, pour expliquer l'histoire. Et malheureusement, je crois que le régime actuel est très content de cette confusion-là. Ça l'aide, en fait. Ça l'aide à faire passer son message comme quoi nous sommes tous des Canadiens. Et d'ailleurs, on le voit, on a juste à dire, là, c'est les Jeux olympiques, c'est un moment évident. C'est comme à chaque 2 ans, on s'en rend compte, on se fait marteler que nous sommes des Canadiens. Puis je veux dire, dans les faits, quand on va à l'étranger, on a un passeport, c'est écrit quoi dessus? C'est écrit Canada. Alors, vous et moi, on se dit on est des Québécois, mais il reste que on peut quand même pas nier que dans les faits, oui, j'ai pas le choix de le dire, le Québec n'est pas encore un pays, donc on est encore des Canadiens. Donc cette confusion-là, cette espèce de nuage un peu qui obscurcit tout, il existe et ça prend un effort concerté pour dissiper un peu justement ces petits nuages. Mais c'est pas évident. On se rapproche de la fin de notre entretien. Une question m'a habité vous lisant, qui va vous sembler un peu étrange, mais je vous la pose néanmoins. Est-ce que c'est un roman sous le signe de l'espérance ou c'est un roman désespéré? Ah, c'est un roman sur le signe de l'espérance. Vous êtes certain? Oui. Parce que je pense qu'il faut faire des constats durs des fois pour pouvoir passer à l'étape suivante. Il faut dire, je veux pas nécessairement donner un message à mon roman là, qui serait pas le même pour tout le monde. Je veux dire, les gens le verront bien comme ils veulent. Mais si ça avait été un roman qui ne fait que dire que tout va mal, puis qu'on est foutu, puis qu'on va disparaître, je l'aurais pas écrit. Je trouve, moi ça, cette espèce de défaitisme, moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis plus du genre, la garde meurt et ne se rend pas. Je veux dire, on va se battre jusqu'au bout, et puis ça peut peut-être paraître complètement déphasé ou vieux jeu comme expression, mais il faut continuer, il faut pas lâcher. Puis l'histoire, ça revient, hein, c'est des cycles. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est jamais complètement terminé. Mais je pense que, cela dit, il faut avoir un regard lucide sur notre situation. Et quand ça va mal, il faut le dire, parce que c'est parce qu'on dit que ça va mal qu'on va espérer que ça va bien après, que ça va bien aller après. Si on dit que ça va bien, on peut pas changer les choses. C'est comme si on était satisfait de notre situation, puis la vie est belle, puis voilà, on disparaît tranquillement, sans s'en rendre compte. Alors moi non, moi je fais un constat, je dis que non, les choses vont pas nécessairement bien, mais il y a de l'espoir. Mais il faut se réveiller. Vous l'avez confessé dans notre échange, mais on le voyait à la lecture du texte.
où il y a une dimension autobiographique dans le personnage, c'est-à-dire de père français, de mère américaine. Le personnage est de mère française et de père américain, ce qui est l'inverse de moi. Vous avez inversé. C'est l'inverse de moi, voilà, c'est ça. Mais j'ai l'impression de vous retrouver un peu dans ce personnage. À certains égards, j'explique pourquoi. Parce qu'on trouve chez lui une identification complète au Québec, au peuple québécois, et pourtant un sentiment d'étrangeté par rapport à ce peuple. C'est notre dernière question, à peu près. Est-ce que vous êtes dans cette situation d'identification complète au peuple québécois et dans un sentiment d'étrangeté par rapport à lui? Oui. Oui. Une réponse simple, oui. Oui, je me sens... Contentez-vous pas d'une réponse simple parce que c'est étrange. Oui, non, je veux dire oui comme en introduction à ma réponse. Oui, je me sens complètement québécois, mais oui, il m'arrive parfois, même souvent, de me surprendre des réactions des compatriotes. Et quand je me rends compte que je suis vraiment minoritaire là, dans ma façon de voir les choses, quand je me rends compte que l'opinion publique, par exemple, sur une question est complètement étrangère à la mienne, je me dis, c'est peut-être mon côté français ou mon côté américain qui me fait voir les choses comme ça. Vous les distinguez? Oui, je me sens plus français qu'américain entre nous, là. Mais comme tous les Québécois, je veux dire, on a un côté nord-américain, donc américain. Moi, j'ai une famille américaine que j'aime beaucoup. Et donc, ils m'ont influencé à certains égards. Mais je reste quand même surtout, dans l'ordre, je dirais, donc québécois, français ensuite, et puis américain en dernier lieu. Mais il reste, donc comme je le dis, que parfois, ça m'arrive de me dire, mais comment ça se fait que les Québécois réagissent comme ça? Et là, c'est mon côté étranger, là. C'est mon côté français ou américain qui se dit, mais faites quelque chose, réveillez-vous. Comment ça se fait que vous acceptez ça? Réveillez-vous, réveillons-nous. Ah, c'est drôle ça, parce que ça, c'est une bonne question, parce que parfois je vais dire vous, parfois je vais dire nous. Quand je suis fâché, des fois je vais dire vous, comme si j'en faisais pas partie. Et à d'autres moments, je vais dire nous. Alors, pourquoi des fois je me sens comme faisant partie de ce peuple-là et parfois je me sens étranger? Ça, j'avoue, c'est une grande question à laquelle je n'ai pas la réponse. C'est vraiment c'est vraiment circonstanciel. En général, je me sens québécois, mais parfois, il m'arrive de me fâcher et de pas comprendre. Et là, je me dis moi-même, mais voilà, est-ce que c'est parce que je suis pas un Québécois, entre guillemets, pure laine avec des parents québécois? J'ai été élevé d'une autre façon. Et en ce sens-là, je pense que peut-être que je représente en partie le cas de certains autres Québécois de première génération qui se sentent vraiment québécois, mais qui se disent, mais il me semble que là-dessus, j'aurais pas réagi de cette manière-là. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, une mauvaise chose? Est-ce que je peux vous dire une chose, par contre? Mais allez-y. C'est que je me sens parfois français ou américain quand je suis ici, mais quand je suis à l'étranger, je me sens 100% québécois, sans aucune nuance, sans aucun bémol. Je suis 100% québécois. Je suis jamais autant québécois que quand je suis pas au Québec. Mathieu Thomas, c'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Je rappelle le titre de votre livre, Ceux dont on ne redoute rien, chez Québec Amérique. Ça paraît ces jours-ci. Mathieu Thomas, merci. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez partager les épisodes que vous aimez sur vos réseaux sociaux. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série au plus grand nombre. D'ailleurs, merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez aussi me suivre à la Joute sur LCN, ainsi qu'à l'émission de Richard Martineau à Cube Radio. Recherche et animation. Moi-même, Mathieu Bock-Côté. Montage et réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production de Cube Radio.